Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, c'est le 15e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi et moi-même, Julie, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Ce soir, nous recevons Martin et Hugo Hardy, père et fils. Ils vont nous raconter comment ils sont en train de créer leur autonomie alimentaire et médicinale. Ils accueillent des personnes en mode woofing et low-tech pour leur faire vivre une expérience de vie proche de la nature. Alors nous avons avec nous Martin Hardy. Bonsoir Martin. Bonsoir. Et nous avons donc Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Cause Commune ce mercredi 18 décembre et il est 22h. Vous nous écoutez sur 93.1 en FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur Cause Commune. Ce soir, nous avons avec nous pour la réalisation de l'émission Frédéric qui est aux manettes de la régie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous, bonne émission. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct pour poser des questions à nos invités. Pour cela, notre téléphone est branché et Frédéric à la régie se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez appeler donc pour interagir au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Ou alors vous pouvez aussi réagir sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm. Il y aura un bouton de chat et vous irez sur le salon Chemin de traverse. Allez, c'est parti pour cette 15e émission. Martin, vous habitez avec votre famille dans le département du Gers, qui se situe dans le sud-ouest de la France, à peu près entre Bordeaux et Toulouse. Alors Martin, je vous ai rencontré car étant moi-même originaire du Gers, j'ai lancé un appel sur les réseaux gersois afin de donner la parole à des personnes qui vivent dans cette région et qui viendraient nous raconter une tranche de vie depuis le Gers. Alors Martin, depuis quand êtes-vous donc dans ce département du Gers ? Alors, on est arrivé sur le sud-ouest. Moi, je suis d'origine bretonne à l'origine, et je suis arrivé sur le sud-ouest en 95. Et là où on est actuellement, c'était en 2011. Ok, en 95, et puis vous avez donc changé en 2011. Maintenant, donc vous avez un fils qui s'appelle Hugo et qui est donc avec nous, donc vous allez tous les deux nous raconter votre parcours, qui est un peu différent, mais qui se rejoint maintenant sur un même projet. Donc nous allons parler de votre projet qui est donc un chemin de traverse. Martin, peux-tu nous dire, excuse-moi, pourquoi donc tu es arrivé dans le Gers ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, moi à la base, j'ai une formation d'informaticien, de codeur ou programmeur selon les termes qu'on utilise. Et donc on est arrivé dans le sud-ouest, toute la famille, même si elle n'était pas totalement complète à cette époque-là, donc en 1995. Et en fait, j'ai travaillé jusqu'à du coup 2011 dans diverses sociétés informatiques sur la région bordelaise majoritairement. Et en fait, j'ai eu un burn-out. C'est-à-dire que c'était un burn-out pas où je me sentais las, etc. C'est juste mon dos qui s'est complètement bloqué pendant 15 jours avec des douleurs pas possibles et sans que j'ai, fait une relation de cause à effet. Et en fait, je m'éclatais techniquement dans mon travail, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte
grâce ou à cause de ce burn-out où j'ai été 15 jours au lit, que en fait je travaillais pour la fast fashion et que c'était complètement contraire à mon éthique et que le fait d'avoir un travail bien payé et où je m'éclatais techniquement ne pouvait pas continuer à justifier que je travaille pour quelque chose qui éthiquement me paraissait totalement insupportable. Et donc du coup on a déménagé dans alors frontière Lot-et-Garonne et Gers pour essayer de construire quelque chose de différent. Alors donc jusqu'en 2011, si je comprends bien, il y a une petite quinzaine d'années, donc tu travaillais dans le sud-ouest et notamment pour la fast fashion. Alors qu'est-ce que c'est la fast fashion ? Alors en fait moi je travaillais sur un logiciel qui permettait de réduire le temps de conception d'une collection de prêt-à-porter de 3 mois auparavant à 15 jours. Donc c'est-à-dire que en fait c'est un logiciel qui permet aux Zara, aux Mango, alors je ne sais pas si on peut dire des marques. Oui. Oui, bon voilà, aux Zara, Mango et autres, parce qu'à l'époque c'était eux qui faisaient ça, maintenant il y a encore pire, mais de produire des vêtements jetables qui vont amplifier encore les problématiques qu'on a au niveau de cette planète et du coup je trouvais ça complètement insupportable de continuer à soutenir ce modèle-là par mon travail. D'ailleurs, Frédéric nous dit que ça continue largement, par exemple avec Shein. Oui, voilà, c'est Primark aussi qui fait ce genre de choses aussi. Alors donc techniquement c'était bien parce que c'était de l'informatique et voilà, c'était du matériel, voilà, c'était épanouissant on va dire en termes techniques. Par contre le fait de travailler dans la fast fashion, là ça commençait à poser des problèmes. C'est ça. C'est-à-dire que techniquement, je me fais plaisir parce qu'en plus, moi, je fais partie des gens qui ont cette chance d'aimer leur métier et j'adore programmer, j'adore les challenges que ça représente et je continue à le faire même à titre perso sur des projets personnels, etc. Mais par contre, que mon travail serve à produire du vêtement jetable au détriment de la planète et des droits sociaux des gens qui les fabriquent, ça me posait un problème. Donc il fallait changer ça. Et donc, du coup, tu as réussi parce que c'est pas évident. Il faut gagner sa vie. Alors c'est ça. Voilà, il faut se pousser. C'est pas facile. Il y a eu un moment, un petit plongeon. En fait, ça faisait un certain temps qu'on voulait. En fait, historiquement, c'est ma belle-mère qui a acheté la maison dans laquelle on vit actuellement, qui est une grande propriété avec beaucoup de bâtiments et 1 hectare de terrain. Et en fait, on se disait, il y a du potentiel dans cette maison. Et pendant quelques années, j'ai cherché à voir si je pouvais trouver un emploi dans le coin et j'arrivais pas à en trouver, donc on déménageait pas. Et en fait, ce burn-out m'a permis en fait de pousser la chose en disant on va prendre le problème à l'envers, on déménage et on va voir ce qui se passe ensuite. Donc c'est à ce moment-là qu'on a sauté le pas. J'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle, moi qui n'avais jamais ne serait-ce que touché un jour de chômage. Du coup je me suis dit ma foi, ça fait 20 ans que je cotise, je peux peut-être profiter un petit peu de ça. Et du coup, ça nous a permis on a déménagé et ensuite, mon épouse et moi, on a fini par trouver des emplois, ce qui nous a permis d'assurer une autonomie financière. Et c'est là que, après ce basculement, on a commencé à envisager, on va se dire, on a un potentiel de projet, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et alors, donc, tu as déménagé dans le Gers. C'est ça. D'accord. Et où dans le Gers ? Dans le nord, le sud ? Alors, on est en frontière Lot-et-Garonne et Gers. D'accord. Donc, du coup, entre Nérac et Condom, pour être plus précis. D'accord. Lot-et-Garonne, c'est Agen, donc. Voilà. Et le Gers, c'est Auch. Ok. Voilà. On est à mi-chemin, en gros, entre Toulouse et Bordeaux. Ok. Donc, c'est une région, on va dire, pas très industrielle et beaucoup de campagne. Ah oui, non, il y a absolument aucune industrie, aucune grande entreprise qui s'est postée là. Typiquement, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver moi un travail, c'est qu'en tant que développeur, il faut que j'aille soit sur Bordeaux, soit sur Toulouse pour trouver un travail de développeur, surtout senior comme je le suis maintenant. Surtout en 2011, le télétravail, c'était pas encore ça.
C'est ça. Et on a beau être une profession, l'informatique, où on pourrait faire 100% télétravail, il y a toujours cette mentalité du petit chef qui veut voir ce qu'on fait derrière notre dos, qui fait qu'en France, même après le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues en arrière à ce sujet. Oui, exactement. Donc tu as pris ce risque d'aller t'installer dans cette maison et de voir ce qui se passe. Et parce c'est pas juste moi, hein. Depuis le début, avec ma femme, on discute beaucoup et on discute beaucoup avec les enfants. Typiquement, alors je dis ça sous le contrôle d'Hugo, hein, mais on n'a jamais dit non à nos enfants. On a toujours dit non parce que, et on a toujours essayé d'expliquer nos discussions. Et dès qu'ils ont été en âge de comprendre, on a essayé de les faire participer aux discussions au maximum. Ok. Ce qui implique quand même qu'avec ta femme, tu étais sur la même envie de quête de sens ou de pas. C'est ça. Totalement, ouais. Oui, on a les mêmes sentiments et d'ailleurs, on les a un petit peu inculqués, ou transmis à nos enfants. Légèrement, ouais. Et donc de ce fait, on a pris ce risque-là et finalement on est très content de l'avoir pris. Et donc, tu as donc trouvé du travail finalement, je crois, dans la ville d'Agen, la grande ville la plus proche. C'est ça, à 45 km de là où on habite, où je suis du coup prof d'informatique dans une école d'informatique d'Agen qui forme des bacs plus 5 en informatique. Et donc là, tu te sens mieux? Eh ben là, je transmets mon savoir, qui est un truc qui est assez prégnant chez moi. J'aime bien transmettre sous diverses formes. Je fais beaucoup, dès que je fais un bricolage, dès que je fais quelque chose, j'essaye de prendre des photos au fur et à mesure pour essayer de faire des tutoriaux, etc. J'en suis pas au stade de faire des podcasts vidéo parce que c'est vraiment beaucoup de travail, etc. Mais j'adore essayer de transmettre mon savoir. Donc une école, c'est pas mal. Ok. Et alors donc, c'est ta belle-mère qui a acheté la maison dans laquelle, enfin le domaine, ou je sais pas qu'est-ce que c'est, donc tu vas nous expliquer, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vais laisser un petit peu la parole à Hugo, comme ça on passe un petit peu. Ouais. Bah, du coup, oui, c'est elle qui a acheté il y a du coup, c'était quoi? C'était en 98. Ouais. Elle a acheté le domaine. Et voilà. Bah, alors moi, en plus, pour le coup, c'est un peu. J'ai un affect avec cette maison, hein, parce que c'est un peu une maison d'enfance. Oui. Dans les faits. Donc maison, pour donner une idée. Alors au niveau du lieu. C'est une vieille bâtisse, hein. Moi j'avais essayé de faire un peu des recherches, j'avais retrouvé des traces jusqu'au XVIe siècle, donc c'est pas tout jeune. Okay. C'est des vieux bâtiments qui ont pas mal évolué. Il y a eu beaucoup de destruction, surtout au XXe siècle, particulièrement par les propriétaires juste avant nous, qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais donc voilà, c'est une maison à laquelle je suis très attaché et qui, le choix, moi ensuite après, on en reparlera peut-être probablement, hein, mais le choix ensuite qui a été de revenir m'installer ici était lié aussi à l'affect que je pouvais avoir sur la maison, quoi. C'est la maison de ta grand-mère à la base. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est 3 générations là sur les 3 générations. Et donc toi, tu es arrivé en 2011 dans cette maison. Alors en fait ça s'est un peu fait en 2 temps, moi quand tu étais petit. Point de vue à moi, mais voilà, quand je suis arrivé ici, c'était moi je venais de rentrer au lycée. D'accord, on est venu vraiment s'installer. Okay. Et bon, après, avant ça, on venait déjà un week-end sur 2. Hein. Oui, voir ta grand-mère. Et puis on commençait déjà à faire des travaux. Ouais. Il y avait déjà pas mal de boulot qui était fait avant qu'on habite ici. Ok, donc oui. Ok. Avant que Martin et ta maman s'installent, voilà. C'est ça. Ok, alors donc toi Hugo, donc tu étais dans cette maison, tu as grandi, à partir du lycée, tu y allais déjà, donc comme tu nous as dit, tu l'aimais beaucoup, mais quand même tu as fait ton chemin personnel et donc tu es parti faire des études. Ouais, c'est ça, du coup à la fin de mon lycée, je suis parti sur Toulouse faire des études de géologie, parce que c'était mon rêve. D'accord, c'est des sciences, la géologie. Ouais, sciences de la Terre, quoi. Sciences de la Terre.
Donc ça va être. Enfin moi je me suis spécialisé ensuite en paléontologie, mais voilà, ça va. Dans les trucs qui sont très au goût du jour aujourd'hui, dans la géologie, on peut y ranger la climatologie, hein, typiquement. D'accord. Donc et j'en ai fait pas mal pour le coup pendant mes études. Donc déjà très sensible Ouais. à la terre. Alors ça la vient, nature. c'est plus venu presque de mon éducation et de mes parents justement que des études presque. Les études m'ont apporté un bagage scientifique un Oui. peu, et m'ont apporté un sentiment, surtout ce qui va être réchauffement climatique, extinction d'espèces, vont m'apporter une radicalité qui était encore plus forte que ce que mes parents m'avaient pu m'apporter. Et tu as Parce eu... que, Oui, pardon. Ouais, parce que justifié scientifiquement encore plus, quoi. Donc il y avait vraiment ce côté indignation, tristesse, hein, parfois par rapport à ce qui était en train de se passer. Surtout que les laboratoires de géologie ou les facs de géol sont un peu on va dire les en avant-garde, hein, sur toutes les problématiques justement de climat et d'extinction, parce que c'est là-bas qu'on fait les études justement qui finiront. Enfin, en tout cas, c'est en partie là-bas. Hein, il y a aussi les laboratoires de météorologie et tout ça, mais qu'on fait les études qui finiront dans le GIEC, hein, typiquement. Ok, donc durant tes études de géologie à Toulouse, donc tu as été donc scientifiquement sensibilisé à un problème écologique. Tu me corriges, hein, si Non, vas-y, c'est tout à fait ça. Et du coup, toi déjà, par ton éducation et le fait... oui, par ton éducation, donc tu as été beaucoup touché. Ouais, tout à fait. En fait, oui, pour le coup, s'il y a bien un truc, la science, mes études sont venues rajouter à quelque chose, effectivement, un terreau qui avait déjà bien été fait par mes parents. Mais voilà, j'avais déjà grandi, comme disait un peu rapidement papa tout à l'heure, grandi dans cette idée de, par exemple, effectivement, la maison qu'on habite maintenant a du potentiel. Ça, c'était des choses dont on avait déjà parlé. Il y avait déjà eu des discours un peu, on pourrait dire aujourd'hui, alors décroissants complètement, je m'en souviens assez bien, mais du coup, qu'on pourrait dire un peu collapsologue ou effondriste, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais je me souviens, alors à une époque où ces termes-là et ces théories-là n'étaient pas du tout mises en avant, hein, enfin en tout cas pas plus que ça. Mais je me souviens de discussions avec mes parents tu sais, le confort qu'on a aujourd'hui, il pourrait ne pas durer. Tu sais, avoir une maison à la campagne, ça, c'est important aussi de se rapprocher de ça et de revenir à de la simplicité. C'est aussi la simplicité, ça peut être la stabilité. Enfin, tous ces discours-là, en fait, ça, c'est des trucs que j'avais eus via, à travers l'enfance et à travers, pendant mon adolescence, quoi. Oui, ça t'a fait prendre conscience de ton humanité et de ce que fait l'humanité sur la Terre, sur l'écologie. Ouais. Et alors, la question que je me pose, c'est du coup, donc tu étais étudiant à Toulouse et donc il y avait les autres étudiants avec toi et ils étaient aussi sensibles comme toi. Alors, je dirais pas, peut-être, enfin, il y en avait peut-être quelques-uns, mais je pense que c'est pas vraiment me jeter des fleurs, mais je pense que j'étais dans les plus radicaux. Oui. Et les plus transportés par ces questions-là. Mais il y avait quand même une bonne base. Alors surtout en master, hein, je me souviens, parce que pour le coup c'était des plus petits comités. Et donc on se connaissait plus. En master, il y avait quand même, au mieux, les gens étaient indifférents. Au pire, les gens étaient indifférents et au mieux, ils étaient quand même assez engagés. Ce qui est un truc par défaut, quand on dit géologie aussi, les gens ils peuvent avoir en tête Total, ils peuvent avoir en tête le pétrole, tout ça, qui est une réalité, hein, du métier et même du métier de chercheur. Hein. On n'a pas besoin de bosser pour Total des fois pour faire leur travail entre guillemets, hein, c'est-à-dire on peut être payé à faire des recherches sur les gisements pétroliers. Okay. Mais c'était quand même assez minoritaire et c'était assez mal vu même dans le milieu, quoi. Donc c'était assez encourageant là-dessus. C'était plutôt un milieu conscient
côté Oui. problématique. Et dans cette classe de master, il y avait autant de garçons que de filles, enfin autant de filles que de garçons? Non, Non. on était, c'était une majorité de garçons. D'accord. Alors, c'était pas autant que ce qu'on peut trouver, par exemple, justement dans l'informatique Oui. ou dans les mathématiques. Mais largement moins, par contre, par exemple, qu'en biologie, hein, qui est Oui, qui est une il y des a beaucoup de doctrines filles. scientifiques Ouais. où il y a beaucoup de filles. Il y avait quoi, moitié-moitié? Non. Non, moins, ça devait être 2 tiers, 1 tiers de souvenirs. D'accord. En master, c'était 2 tiers, 1 tiers. Ok, un tiers, quoi. Un tiers de filles. Ouais. Ok. Un petit tiers. Hein. Ouais, un petit tiers. D'accord. Pas encore la moitié, quoi. Non. Voilà. Après, la géole est un peu un parent pauvre aussi, hein, donc c'est compliqué aussi de. C'est déjà compliqué de motiver des gens en fait pour venir en géologie. Ça fait pas rêver. Hein, je sais pas pourquoi. Ok. Mais c'était assez peu nombreux hein, pour une grosse fac de sciences comme Toulouse peut l'être, comparé aux autres filières comme la physique ou la biologie. La géologie était un peu. Enfin, on était très peu nombreux, quoi. Et alors, du coup, quand on fait ces études-là, on est plus à même de comprendre les rapports du GIEC et tout ce qu'on entend. Ah, complètement, ouais. Oui. Ouais. Alors il y a d'autres milieux. Hein. Effectivement, je pense que ceux qui font des études de météorologie sont à fond dedans, mais ça donne toutes les clés effectivement pour les rapports sur les extinctions d'espèces. Bon, alors moi typiquement ayant fait de la paléontologie, c'était complètement mon domaine. Et tout ce qui est climato, même si on arrêtait d'en faire potentiellement en master, on avait toutes les bases en gros depuis la licence sur une bonne partie des trucs. Donc, et rien qu'en fait, il y a un truc qui est important, c'est-à-dire que les données, c'est important de les comprendre, mais je pense que la géole aide à intérioriser ces problématiques-là. C'est-à-dire que quand on travaille sur les échelles géologiques, hein, qu'elles soient en durée ou en puissance, hein, parce que la formation d'une chaîne de montagne, c'est aussi beaucoup d'énergie en jeu, ça nous force à comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent sur notre planète. Les extinctions d'espèces, ça nous force à comprendre qu'il y en a hein, et que c'est Ça pas arrive, quelque chose. Et c'est des choses qui arrivent assez souvent et qui peuvent être catastrophiques. Hein, ça ne minimise pas ce qui se passe, mais au contraire, ça pourrait même aggraver dans le sens où c'est pas quelque chose qui est improbable en fait hein, que les espèces s'éteignent, dont potentiellement la nôtre. Enfin, toutes ces choses-là en fait qui sont en filigrane des études. Si on suit un peu ce qui se dit dans les cours. Ça aide à prendre l'ampleur de la situation, en fait, oui. Ok. Et donc, toi, tout jeune étudiant que tu étais, c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est en sortie de l'école ou encore dans l'école qu'on n'intériorise pas, au contraire, qu'on se rend compte. Et j'imagine que depuis, tu as beaucoup mûri tout ça. Ça a évolué, mon point de vue sur les problématiques ont évolué, ma façon de m'impliquer a évolué. Mais oui, je pense que après il suffit de voir de toute façon la jeune génération, on va dire, mais que ce soit à partir de la mienne, peut-être même la génération d'avant, et surtout les générations qui suivent, il y a une intériorisation des problématiques, notamment environnementales, qui est gigantesque. Oui. Donc, ça, c'est clair que ça a un peu brisé le coup à l'idée qu'on est jeune et insouciant, surtout sur le climat. Mais oui, ça a évolué. Ça a commencé pendant mes études où j'ai commencé à faire des conférences de vulgarisation sur le sujet et de sensibilisation. Où ça ? J'ai pris là où j'avais des tribunes, hein, surtout en tant que même pas diplômé de master. Donc, ça a commencé au travail de ma mère. D'accord. Elle est prof dans une école administrative. Du coup, elle est prof de culture G. Okay. Ils avaient un module d'écologie. Et elle m'a fait intervenir dans son module. Et donc, j'ai pu amener un petit peu, déjà un point de vue scientifique hein, auquel ils n'étaient pas forcément toujours confrontés. Et puis ça m'a fait la main aussi sur ça. Pour prendre la parole. C'est ça, prendre la parole en public. Puis la légitimité aussi hein, d'être vulgarisateur comme ça. Mais tu continues aujourd'hui, pardon. Ouais, pardon. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas refait. Mais en théorie, c'est juste qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie vu que j'étais totalement indépendant sur mes conférences, c'est-à-dire que je devais moi-même me vendre, trouver des endroits où pouvoir participer et tout ça. Avec le temps, en fait, je me suis mis sur d'autres projets, donc j'ai un peu mis ça en pause.
Mais j'aimerais bien en refaire, oui, ça c'est sûr. Il en a fait globalement pas mal avec la Maison de l'Europe sur Agen. Ouais, typiquement, j'ai eu un bon partenariat avec la Maison de l'Europe. Avec le temps, cette activité de conférenciel s'est vraiment orientée sur la ruralité aussi, vu qu'on venait habiter en campagne, enfin que je suis revenu habiter. Et puis je me suis rendu compte que autant sur Toulouse, les gens ils ont accès, il y a des conférences scientifiques assez régulièrement, il y a des cafés scientifiques, il y a ce genre de choses. Autant en campagne, il y a une inégalité aussi là-dessus, c'est une inégalité face à l'information. Où les gens ont la télé et puis ça s'arrête là. Dans les villages, il n'y a pas des gens qui viennent transmettre comme ça la connaissance. Donc ça a été un peu mon cheval de bataille, qui n'est pas forcément le plus simple parce que du coup c'est difficile aussi de faire bouger les gens. Mais j'ai eu quelques conférences très intéressantes. J'en ai fait avec l'Université du Temps Libre à Marmande. D'accord. Enfin bref, c'était des très bons moments de transfert, de partage, quoi. Et la Maison d'Europe, c'est quoi ? Alors c'est une association qui se charge en fait de la promotion. Elle a un peu de casquette. C'est la promotion des idées européennes globalement, avec tout ce que ça peut avoir de progressiste. Ils sont assez critiques ils peuvent être assez critiques sur certaines branches de l'Europe, de l'Union européenne. Mais en tout cas, la branche d'Agen que je connais. Donc ils ont ce truc-là et surtout en fait ils ont toute une activité de cours de langue, d'accueil de gens en Erasmus ou même d'immigrés européens et de mise en contact. Donc c'est quelque chose, c'est une association d'intégration à l'échelle européenne. Donc donc ça sort un peu de leur mes conférences sortaient un peu de leur précaré, on va dire, mais ils ont été vraiment très ouverts à m'intégrer là-dedans quand c'était le mois vert de l'Europe, telle activité européenne qui était orientée sur l'écologie. Paf, ils m'ont contacté plusieurs fois comme ça. Donc, Et comment ils te connaissaient ? Alors eux m'ont connu via une conférence justement que j'ai faite. Alors non, pardon, je dis n'importe quoi. Je les ai connus. Alors j'ai connu la présidente de l'association. Alors là pour le coup c'est pareil, c'est à l'inverse, c'est au travail de mon père. Oui, c'est vrai. Où en fait j'étais venu témoigner de mon expérience d'Erasmus pendant mes études. Oui, donc tu te fais connaître, tu ne restes pas chez toi, tu vas au-devant des gens, et puis vous connaissez, et puis vous saisissez les opportunités, autant la Maison de l'Europe que toi, pour vous faire des choses ensemble. Ouais, on essaye autant que possible. Ouais. Ben, en fait, pour rebondir sur ta question, on a parlé en début d'émission de un peu le sujet qui est notre projet, qui est l'autonomie alimentaire, et en fait on est tous dans la famille intégralement persuadés que on va pas pouvoir c'est pas vraiment une autonomie au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est pas une autarcie en tout cas. Voilà, c'est pas une autarcie. Le but c'est pas que on reste entre nous, on n'est pas dans le survivalisme à l'américaine où on se fait un bunker avec des boîtes de conserve et des fusils d'assaut pour défendre nos boîtes de conserve. On est vraiment à l'opposé de cette optique-là, et où on est persuadé que sans un réseau de personnes de bonne volonté, l'après ne pourra pas fonctionner. Oui, on ne peut pas être tout seul dans votre coin. Voilà. D'où la prise de contact avec le maximum de gens possible. D'où cette émission d'ailleurs aussi, parce que potentiellement, en passant sur votre émission ce soir, peut-être on va faire un petit tilt dans la tête de gens que notre démarche intéresse et qui vont venir vers nous pour dire comment est-ce qu'on pourrait partager des choses, etc. Et voilà, c'est cette idée de partage qui nous semble très très importante à tous. Oui, j'espère que cette émission peut servir aux auditrices et auditeurs qui ont des idées dans leur coin et qui se disent, justement, l'émission, ça sert à ça. On voit des personnes qui ont pris des chemins de traverse, qui ont été au bout de leurs idées, qui ont fait quelque chose avec leurs idées du moins, et je suis pas seule, d'autres y arrivent. Donc, ça donne un peu j'ai envie de dire, de la force.
Complètement, ouais. Oui. Ouais, et c'est important parce que c'est dur. Enfin, pour le coup, en parlant des connaissances de cause, c'est difficile de prendre ces chemins. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup. J'aurais tendance à dire justement sur tout ce qui est chemin de traverse écologique. On va dire, c'est ça qui motive beaucoup de choix, de transition. Et c'est ce qui me parle aussi. Mais donc c'est difficile et on n'a pas tous les opportunités. Moi, je le sais, je le dis régulièrement. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu faire ça, de pouvoir pu faire cette traverse parce que la maison était disponible. J'avais eu aussi, j'ai des parents qui sont dans le même état d'esprit et qui ont accueilli le projet que j'avais. Dieu sait que par rapport à des gens avec qui j'ai pu discuter longuement, de mon âge, qui ont les mêmes idées, c'est pas toujours, c'est rarement possible ce genre de choses, c'est-à-dire de pouvoir créer. Beaucoup de woofers avec qui on tout à fait. En rêverait, quoi. C'est-à-dire que ils ont un blocage, que ce soit un endroit ou un autre. Il faut avoir un terrain, il faut avoir ou une famille compréhensive, ou les deux. Et donc, moi, je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Mais le reconnaître fait que, n'invalide pas le fait que, pour autant, c'est pas forcément facile tous les jours. Et aussi, il faut saisir cette chance-là quand on l'a, quoi. Donc, et surtout si ça peut donner de l'énergie et des idées à d'autres gens qui hésiteraient encore. Oui, en tout cas, donc toi, vous êtes pas resté dans votre coin, donc vous êtes allé voir, en tout cas, vous partagez avec qui vous trouvez, comme la Maison de l'Europe, ou alors tu as dit aussi à Marmande de l'université de quoi ? L'université c'était l'université populaire, pardon, c'était pas l'université du temps libre, c'était l'université populaire de Marmande. C'est à Agen, l'université du temps libre. Mais non, là c'était l'université populaire de Marmande, ouais. Okay, j'avais fait une conférence chez eux. Donc même effectivement, si dans les campagnes, surtout, moi je connais bien le Gers aussi, ça se développe même depuis quand j'étais petite, il y a 30 ans. Il y avait encore moins de choses, mais quand même, il y a, comme à Marmande, c'est pas le Gers, mais c'est à côté, quand même des entités qui se créent, des choses qui se font, où on peut ça essaye. Ça réfléchir ensemble, ou faire des choses. Tout à fait, ouais. Oui. Alors, donc, Hugo, donc après, tu es revenu dans la maison et du coup, je propose qu'on parle de cette autre partie où tu as fini tes études et tu es revenu dans cette maison familiale. Je propose que nous fassions une pause musicale. Ouais. Voilà. Alors, vous avez donc choisi des musiques. Alors, nous allons écouter la musique que vous avez choisie qui s'appelle Lone Digger de Caravan Palace, qui a été, j'ai vu, créée en 2015. Donc on se retrouve après cette musique dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. What you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how is it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with a super hottie, let's go. No, so hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the things when I come upon the best scene. Hey, brother, what you thinking? That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, nice and steady. Put down your brick, you're ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with a super hottie, let's go. So hell no, baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the
Cause commune 93.1. Nous venons d'entendre Lone Digger du groupe Caravan Palace. Vous écoutez l'émission Chemin de traverse et je suis avec Martin et Hugo Hardy. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46 ou d'aller sur le salon chat, le salon web dédié à l'émission sur radiocausecommune.fm où vous pourrez aussi nous laisser des messages en direct. Alors nous étions dans la première partie de cette émission en train de parler du parcours donc de Martin qui est arrivé dans le Gers à peu près en 2011 environ pour une vraie implantation et de son fils donc Hugo là, qui est avec nous, qui nous ont raconté chacun leur parcours différent mais qui se rejoignent, qui en tout cas qui s'inspirent mutuellement, j'ai l'impression. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ça me semble correct. Alors Hugo, donc tu as fait donc des études de géologie à Toulouse et tu as fini tes études. Alors est-ce que tu es revenu dans la maison juste après tes études? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le choix d'arrêter entre guillemets mes études, même si disons que au départ je me destinais à aller en thèse. Ok. Et en fait à la fin de mon master j'ai eu un peu un déclic et le choix de ne pas aller en thèse a été aussi on va dire conditionné par le fait que je rentrais ici. Tout était lié, quoi, on va dire. D'accord. Parce que à ce moment-là, en fait, j'ai eu un gros déclic et on va dire une grosse radicalisation sur tout ce qui était écologique, avec un peu cette réflexion toute bête de dire je suis conscient de l'état du monde, de la trajectoire qu'on prend, de tout ça, et pourtant je visionne mon avenir et donc notamment mon avenir professionnel de chercheur comme si ça n'existait pas, comme si je ne croyais pas à ça. J'avais cette dissonance là qui était plus possible. Parce que il s'avère que c'était le cas, c'est-à-dire qu'une thèse puis un emploi de chercheur, si j'avais de la chance, ça voulait dire déjà aller partir loin, au mieux en France, mais probablement dans d'autres pays. En tout cas pour ce qui est des sciences, des sciences dures, c'est un peu nécessaire. Donc ça aurait été un an de postdoc, je sais pas, aux États-Unis, puis un an en Australie, puis un an au Royaume-Uni, ou je sais pas. Et voilà, et tout ça, et tout ce projet, on va dire, de vie. Était totalement incohérent au vu de ce que je pensais et croyais et savais de l'avenir du climat, du monde, de notre société. Et ça, j'ai eu un déclic comme ça. Alors moi, le déclic, il est venu par l'écoute à ce moment-là on l'entend plus trop d'ailleurs ces derniers temps, mais il y en a, ça a été Jean Covici qui a inspiré, qui a fait des clics de beaucoup de monde. Moi, ça a été plutôt Pablo Servigne à ce moment-là. Alors comment qui? Pablo Servigne. Pablo Servigne. Ouais, donc qui est un peu connu dans le milieu écolo-radical, on va dire, qui a un peu lancé l'idée d'effondrement et de test de l'effondrement. Okay. Avec notamment alors son premier bouquin qui, si je dis pas de bêtises, c'est Comment tout peut s'effondrer. Okay. Et donc qui était vraiment en plus c'était un grand boom on va dire dans les idées en tout cas en France à ce moment-là, donc c'est 2017 que je dis 2018-2019. D'accord. Et donc j'ai entendu des conférences de lui, tout ça, et ça m'a un peu fait tilt parce que ça amenait des mots sur quelque chose dont j'étais convaincu. Donc cette idée qu'effectivement notre société extractiviste, destructrice du vivant et ultra carbonée ça ne pouvait pas durer, ça ne peut pas durer indéfiniment pour un tas de raisons absolument gigantesques qui interagissent entre elles. Que ce soit le réchauffement climatique qui est celui dont on parle le plus, mais l'extinction de la biodiversité, la disparition des pollinisateurs, la surexploitation de toutes les ressources non renouvelables, pas que énergétiques mais aussi les métaux, tout ça. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui arrivent
Ok. au bout, quoi. C'est un peu ça la thèse Collapso, et c'est de dire, bon, bah, il y a un moment, ça va avoir une répercussion sur les sociétés humaines, c'est inévitable. D'accord. Et à nous, après, de voir qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là. Est-ce qu'on fait l'autruche, ce qui a l'air d'être pour l'instant le choix des dirigeants, on va dire. Ou est-ce qu'on essaie de se préparer un minimum, de décroître en prévision pour que ça soit fait dans la douceur. Voilà. Ok. Et c'est un peu ça qui a construit en fait ma réflexion dans ces années-là, et en disant bon en fait non, mais je peux pas continuer à faire un métier que j'adore, mais qui voilà, dans les faits, enfin c'était pas pertinent, c'était trivial, quoi, on va dire. C'était très intéressant, c'était de la science dure. J'ai essayé de me convaincre pendant pas mal de temps que ça faisait avancer les connaissances de l'humanité et tout un tas de trucs qu'on se dit quand on veut faire de la recherche. Mais dans les faits, c'était pas ancré dans la réalité, quoi, pas ancré en tout cas dans cette réalité-là en laquelle je croyais. Il y a des schémas qui se répètent d'une génération. C'est ça, un petit peu. Il y a un petit peu ça. Alors moi, il n'y avait pas la dissonance de c'est néfaste. Ouais, toi, tu bossais pas pour Total. Voilà, il n'y avait pas la dissonance de c'est néfaste, mais il y avait la dissonance de ça sert pas à grand chose dans les faits comparé à ce qui nous arrive. Et donc j'ai un peu eu cette réflexion-là de dire bon en fait maintenant que j'y crois, maintenant que c'est bon, maintenant que le déclic est fait et que la dissonance cognitive s'est cassée, qu'est-ce que je fais? Et le déclic, ça a été, c'est revenu les discours d'enfance de on a cette maison-là qui est assez isolé, il y a du terrain, il y a du potentiel. En fait, oui, on va essayer de créer quelque chose ici. Un peu comme si c'était ta base. C'est un peu ça. Alors Ouais. ça fait très, ça fait de Oui, pardon. ouais, non, mais on Ta est base de d'accord. réflexion, un endroit Alors où oui, tu peux, aussi. voilà, Voilà, tu peux réfléchir, tu peux... Moi, voilà. il y a vraiment eu assez vite l'imaginaire de l'Oasis en fait qui s'est construit. C'est quoi l'imaginaire de l'Oasis? Vraiment cet imaginaire de dans un monde qui part en sucette, avec un climat qui part en sucette, hein, et alors Dieu sait qu'en plus nous on est dans le sud de la France, l'imaginaire de l'Oasis il n'est pas si irréaliste que ça, c'est-à-dire que le GIEC nous prédit déjà sur l'intégralité du territoire français d'ici la fin du siècle un climat au moins méditerranéen. Jusqu'à Lille, Oui. Donc il faut bien vous dire que dans le sud de la France ça sera pas un climat méditerranéen, enfin en tout cas ça sera un climat plus proche de l'Andalousie, Oui. voire plus méridional. Donc essayer de créer à mon échelle, qui est petite, hein, c'est 1 hectare, mais bon, ça peut faire des émules et ça peut, surtout avec le temps, on sait pas, hein, d'ici, on espère pouvoir s'étendre, on va dire, essayer de créer une zone de résistance à cette désertification, hein, sur tous les points. Cette désertification du vivant avec il n'y a plus un oiseau dans notre campagne autour de chez nous, voilà, c'est de l'agriculture intensive. Vous creusez le sol, il n'y a plus un ver de terre, vous regardez dans le ciel, il n'y a plus un insecte et il n'y a plus un oiseau, voilà, donc essayez de combattre cette désertification là, et puis la désertification tout court, c'est-à-dire le climat qui se réchauffe, une agriculture qui pour l'instant n'est toujours pas adaptée à ce climat chaud et se réchauffant, et donc essayer sur un petit hectare de faire un coin de fraîcheur, un coin de nature, un coin de biodiversité. C'est un peu ça qui s'est construit comme imaginaire, c'est ça que j'appelle l'imaginaire de l'Oasis en tout cas, hein. Mais d'ailleurs, c'est pas que un imaginaire. Il suffit de regarder les vues satellites sur Google de notre parcelle et on est vraiment un îlot vert au D'accord. milieu de trucs qui ressemblent à de C'est terre. assez flagrant, ouais. Ah oui. Ok, on ira voir. Alors c'est encore plus vrai, on va dire, sur les saisons de transition, un printemps ou automne, hein, parce que du coup ils ont labouré, donc tout le sol autour de chez nous, on se croirait sur Mars, parce que c'est des hectares et des hectares de terre à nu, stérile. Enfin ça rime à rien, hein, de toute façon, de laisser de la terre à nu comme ça pendant des mois. Puis elle est tellement abîmée en fait, hein, et tellement pleine de pesticides que de toute façon, à ce stade-là, ils ont presque plus besoin de désherber. Il n'y a plus rien qui pousse. Ok. Donc c'est assez désolant, hein. À chaque fois, chaque année, on voit les dégâts qui s'accumulent, mais oui, c'est autour de chez nous, c'est des terres qui mettront probablement 20 ans avant de refaire pousser une jachère normale. Et puis alors je parle même pas d'avoir un sol normal, là ça sera des siècles. Ok. Donc en fait, ça me fait penser un peu comme si tu faisais ton laboratoire, d'essayer de
ton propre laboratoire, d'essayer de changer, enfin du moins d'étudier, voilà, comment on peut s'adapter, ouais, tout Oui. à fait. Il y a un peu de ça, ouais, cette idée de. Alors c'est encore plus vrai via la façon, parce qu'on n'a pas encore abordé trop ça, hein, mais la façon dont j'envisage cette autonomie-là dont on parlait. Oui. Il y a vraiment un côté laboratoire, parce que donc ce que j'essaie de créer ici là depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle un jardin-forêt. Alors, D'accord. Un jardin-forêt. Alors qu'est-ce que c'est? Ou forêt-jardin, enfin voilà. Ouais. C'est cette idée que de plutôt utiliser des arbres, des arbustes, des vivaces pour pour se nourrir, quoi. Plutôt que comme la quasi-totalité de l'agriculture à l'heure actuelle, qu'elle soit maraîchère ou pas, hein, d'ailleurs, où on utilise des annuels qu'on replante chaque année, où on doit remettre de l'engrais chaque année aussi, hein. Vous regardez la plupart des légumes, enfin des végétaux que vous avez dans votre assiette à l'heure actuelle, que ce soit le blé, hein, le riz, les tomates, enfin tous ces trucs-là, ce sont des plantes qui sont annuelles. Oui. Bon, il y a cette idée en fait que, alors ça recoupe plein de choses, hein, la théorie du jardin-forêt, c'est quelque chose qui est assez récent de toute façon, donc qui est en train de se pousser, mais je lisais un truc dans un livre très intéressant là récemment, qui expliquait par exemple que l'agriculture de plein champ, telle qu'on la pratique aujourd'hui, l'agriculture de graminées, de céréales, c'est quelque chose qui est né dans les grandes steppes d'Asie centrale. D'accord. À la base, hein, et de Mésopotamie, voilà, c'était du climat de steppe. Et on a transposé ça. Donc c'est du climat, voilà, de base, c'est dans tous les cas des champs de graminées. Enfin, c'est juste qu'on a mis. Quoi, des graminées? Les graminées, c'est les herbes. Hein. C'est les herbes, c'est le blé, mais même le gazon. C'est-à-dire, ce sont des graminées. C'est un groupe de plantes, hein. Les poacées, pour être précis, d'un point de vue botanique. Mais donc c'est le groupe de plantes qui va faire c'est le principal groupe de plantes qui fait ce qu'on appelle nous des céréales. D'accord. Voilà. Il y en a d'autres, hein, le sarrasin, le quinoa, tout ça, ce ne sont pas des graminées, mais voilà. Okay. Et donc, vous regardez, ces coins-là ont créé l'agriculture, on a inventé l'agriculture dans ces coins-là, en tout cas l'agriculture telle qu'on la pratique, nous, en tant qu'occidentaux, et on l'a transposée ensuite dans tout le monde entier, alors que dans ces endroits-là, le milieu de base, c'était pas du tout la steppe, c'était la forêt. Okay. Et donc, résultat, on se retrouve dans des pays comme nous, ou comme tous les autres endroits, qu'ils soient tropicaux ou, on est obligé de raser la forêt pour installer un milieu de steppe. Donc, plutôt que d'essayer de se construire via l'existant, ce que les humains ont fait pendant des millénaires avant ça, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des humains qui vivaient en Europe ou aux États-Unis, enfin, du coup, à ce moment-là, c'était pas les États-Unis, mais voilà, ou en Amazonie, sans faire de champs. En cueillant ce que les arbres leur donnaient, en sélectionnant, sans pour autant ne pas faire d'horticulture, hein, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on a des traces de populations qui transportaient telle liane fruitière autour de leur maison, ou tel arbre fruitier qu'ils allaient essayer de privilégier. Mais on est sur quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus du milieu local. D'accord, de la culture, mais de ce qu'il y avait. Raser, voilà, comme on a fait, et de tout déforester, ce qui n'a aucun sens en fait. Ok. Donc dans votre domaine, enfin dans votre morceau de terre, vous essayez donc de recréer remettre ça. Voilà, le jardin-forêt, donc tu viens de nous expliquer. Ouais, c'est ça. Et puis alors ça va avec plusieurs choses, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de créer, donc c'est remettre ça parce que c'est un îlot. Enfin, ça amène évidemment beaucoup de biodiversité aussi. Hein, une forêt, encore plus une forêt fruitière, pour tout ce qui est oiesaux, insectes, tout ça, c'est magnifique. On a même des salamandres régulièrement sur le terrain. Voilà, on a une diversité qui est vraiment pas dégueu comparée à ce qu'on a autour de chez nous. Mais ça amène aussi d'autres choses, c'est-à-dire que forcément des arbres, par exemple, vont être beaucoup plus résistants aux sécheresses et à la chaleur qu'une annuelle qui a juste quelques mois pour faire ses racines. Alors une annuelle, en fait, c'est une plante qui doit être replantée tous les ans, c'est ça ? C'est ça, qui meurt chaque année. C'est une fois qu'elle a fleuri ou fait ses graines, elle va mourir. Okay. Et donc, comme je disais, la plupart des légumes et des plantes cultivées aujourd'hui sont des annuelles. Et donc voilà, c'est cette idée aussi, dans une idée, alors pour un mot très à la mode, de résilience, hein, mais voilà, de résistance au choc et au stress. Et Dieu sait que des stress hydriques, des stress de chaleur, nous on les a déjà, hein, pour le coup, dans le sud. Des étés beaucoup trop brûlants et des étés beaucoup trop secs. Essayer de trouver des essences d'arbres, d'arbustes qui par exemple poussent déjà beaucoup plus au sud à l'heure actuelle,
Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a planté des pistachiers sur le terrain. D'accord. Là, j'ai des dattiers qui Ok. sont en pépinière. Je mets beaucoup d'espoir aussi, par exemple, dans une culture de figuier de Barbarie, qui est très intéressant sur beaucoup de points d'un point de vue nutritif. Ok. Donc c'est essayer déjà de prendre d'avance aussi le réchauffement de demain en plantant dès aujourd'hui des plantes qui sont adaptées en fait. Et ça prend alors aujourd'hui? Ça prend très bien en fait. Ok. C'est la subtilité, on va dire, Ouais. c'est d'arriver à trouver des espèces qui se plaisent déjà Mhm. avec le climat actuel, mais qui se plairont demain avec le climat de demain du coup. C'est-à-dire on va pas effectivement planter des manguiers parce qu'aujourd'hui ça ne pousserait pas maintenant. Mhm. Ça pousserait peut-être dans 50 ans. Des Mais il y manguiers, a des là, de le arbres. sud de l'Espagne, par exemple. Il y en a déjà dans le sud de l'Espagne, alors donc peut-être à ce moment-là, mais du coup déjà planter des espèces par exemple qui poussent dans le nord de l'Espagne. Ok. Des espèces de Alors, transition. On a encore un problème de gel, alors pas très souvent, mais on a encore quelques jours de gel par an et du coup ça limite pour l'instant encore les espèces qu'on Et ça risque de limiter pendant longtemps, hein. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive à une zone sans gel du tout, comme on peut avoir sur le littoral méditerranéen, ça risque de prendre un moment. Mais il y a déjà beaucoup d'espèces en fait qui s'adaptent très très bien, et il y a une diversité de plantes possibles qui est gigantesque. En fait, on s'en rend pas compte, nous occidentaux, qu'on est à tourner toujours sur les mêmes 20 plantes pour se nourrir. On a une biodiversité dans l'assiette qui est très faible en fait, hein. On s'en rend compte quand on creuse un peu. Et donc voilà, c'est essayer de remettre ça aussi. Et alors, vous avez quand même, j'ai envie de dire, des plantes qui étaient là avant. Que vous savez qui étaient là avant cette colonisation agricole des céréales. Pas des plantes qui viennent plutôt des régions du sud maintenant, comme les dattiers, mais des plantes qui sont quand même originaires du sud-ouest de la France et qui avaient plus ou moins disparu, dont on ne se nourrit pas en tout cas. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui Ouais, dans tout à votre fait. jardin? Alors tout à fait, ouais, ça c'est une autre piste, hein. C'est alors que ce soit des espèces oubliées. Alors il y a deux sujets en fait là dans votre question. Bon, pour le premier truc sur des espèces qui auraient disparu, ou en tout cas qui auraient été oubliées, qui viendraient du sud-ouest ou sud-est, hein, même de la France. Il y en a quelques-unes, hein. Par exemple, là j'en ai replanté une cet hiver. Les aubépines D'accord. à fruits. En fait, il y a toute une diversité dans les aubépines, et il y a une espèce notamment provençale qui s'appelle les azéroliers, qui font des espèces de petites pommes, et c'est des arbres extrêmement résistants, c'est increvable. Ça peut vivre plusieurs centaines d'années. Et aujourd'hui, alors il y en a quasiment plus, hein. De toute façon, les haies disparaissent de plus en plus. Donc, mais voilà, c'est réintroduire ces choses-là effectivement, parce que a priori, les aubépines, si ça pousse en Provence, ça risque de pousser encore un moment par chez nous. C'est très résistant. Moi, j'ai jamais vu, même sur des sécheresses ici, les aubépines sauvages, je les ai jamais vues souffrir. Donc voilà, c'est aussi observer ce qui pousse dès maintenant en sauvage, parce que le sauvage, par essence, est de toute façon plus résistant que le cultivé. Vu qu'il n'a pas été touché par la main de l'homme, il n'a pas été sélectionné de diverses façons. En général, l'homme ne sélectionne pas les plantes qu'il va faire pousser pour leur robustesse. Là, en fait, il a été sélectionné par le climat, le végétal. Donc, voilà, mais l'humain a sélectionné les plantes pour la taille de leurs fruits, pour leur goût, pour ces choses-là, pour la productivité, mais rarement pour l'aspect, mais pas pour la solidité de la plante, ni pour et un truc qui surprend aussi, qui attend de sa surprendre, mais pas pour la teneur en nutriments non plus. Parce que ça, on n'avait pas les mesures, hein, de toute façon à l'époque, mais on se rend compte en faisant des analyses nutritionnelles que les plantes, plus la plante est proche du sauvage, plus elle est nutritive en fait. Et alors de faire tout ce travail là sur de plantation, je veux dire d'agriculture, mais on dirait pas que c'est de l'agriculture parce qu'on a envie d'oublier ce mot maintenant qu'on vous entend. Alors justement, le bouquin que je lisais, que je citais tout à l'heure, privilégie le terme d'horticulture. Justement. Horticulture, ok. Voilà. Du coup, moi j'ai l'impression que ça redonne de l'espoir. C'est encourageant, parce que ça veut dire que au moins minimum sur le symbole ça marche ce qu'on fait, hein. Mais oui, c'est l'idée, c'est de dire il y a des façons de s'y prendre. Le niveau 2 qui devient frustrant, c'est de se dire en fait il y a probablement des solutions pour pas être dans la merde demain, mais elles ne sont pas mises en œuvre.
C'est-à-dire que ça demande l'investissement de particuliers, mais on imagine si les pouvoirs publics le prenaient en charge ça, l'impact que ça pourrait avoir. Hein. C'est ce qui me désole en fait. C'est-à-dire que je fais une petite parenthèse, Hugo. Typiquement, pour aller à l'encontre de ça, on a les parcelles autour de la maison où ils ont planté du maïs dessus et le maïs a séché sur pied. Ils ont planté sans doute parce qu'ils avaient des subventions européennes. Et étant donné le climat, c'est des parcelles qui sont pas irriguées, donc le maïs il a séché sur pied. Et voilà, ils sont venus avec les moissonneuses pour tout raser, mais ils n'ont rien récolté parce qu'il y avait quasiment rien récolté. C'était en 2024 ? Oui, c'était cette année encore. Ouais, cette année. Ils ont récolté, une bonne partie du grain avait moisi. En fait, ils l'ont laissé. Ils ont récolté il y a une semaine à tout casser. Mais c'était plus tondre que récolter. C'était pas de la récolte. Ouais, c'était pas de la récolte. Justement, je me posais la question. Alors, j'ai une question de Frédéric là sur le chat. Est-ce que l'un des objectifs est de consommer ce qui pousse dans leur jardin-forêt et limiter le recours à des aliments extérieurs ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, l'inconvénient, on va dire, du choix de jardin-forêt, mais qui, entre guillemets, n'en est pas un là, à l'heure actuelle, c'est que il faut attendre. Il faut être patient. D'accord. Parce qu'on plante des arbres. Donc, il y en a qui vont donner dans 5 ans, il y en a qui vont donner dans 15 ans, il y en a qui vont donner dans encore plus longtemps, potentiellement. C'est aussi... Après, c'est une philosophie. C'est-à-dire, on se dit, on fait pas ça que pour nous. Je plante un arbre un jour, je me dis, potentiellement, il va vivre 500 piges, l'arbre. Oui. Donc, dans un sens, c'est encourageant ça aussi. C'est-à-dire que je crée quelque chose qui me survivra. Et j'installe quelque chose qui me survivra. Mais oui, l'idée, c'est de limiter le plus possible. Alors là, pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le stade où on a à peine les premiers arbres qui commencent à donner. D'accord. Mais c'est l'idée, c'est l'idée complètement. Donc de consommer... À l'heure actuelle, pour répondre plus précisément à la question, on doit faire quoi Hugo, combien de repas par an on fait sur notre autoproduction? Alors là, c'est si on compte que les arbres, parce qu'après ça, il y a les cueillettes de sauvages aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est le truc que j'ai pas abordé dans la question que vous posiez tout à l'heure, en fait, sur les espèces locales. C'est-à-dire qu'il y a tout un autre plan aussi que nous, on essaie de mettre en place, c'est justement utiliser les espèces sauvages que je n'ai même pas plantées, c'est-à-dire vous vous baladez en forêt, vous ramassez des trucs. Et pour l'instant, c'est plus ça qui participe à notre alimentation que la production des espèces plantées, parce que ça, pour le coup, ça va être des trucs qui poussent dans votre gazon, qui sont consommables. Les orties, par exemple. Les gens se rendent pas compte. Alors les orties, c'est très connu, mais les gens se rendent pas compte. Mais si les gens se rendaient compte, les gens qui habitent à la campagne n'achèteraient plus de salade. Okay. La salade des épinards, ce que j'ai tendance à dire souvent, c'est les légumes, ce sont un peu des fraudes. C'est-à-dire que c'est des légumes que je vois pas pourquoi les gens s'embêtent à les cultiver, tellement la nature donne tout ce qu'il y a à faire, enfin, tout ce qu'il y a de possible. Et en plus avec plus de goût, des goûts plus variés et plus sympas. Et 15 fois plus de nutriments aussi, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est plus ça qui participe à nos repas à l'heure actuelle que la culture. La culture, pour l'instant, les arbres sont encore jeunes. Mais après, alors là, donner une estimation du nombre de repas qu'on fait, je sais pas. Mais moi, quand je suis... non. Tu disais pas quoi, par an ? Ouais. Non, un peu plus, parce que moi, il y a tous les repas où je suis typiquement... Ah oui. Combien, vous avez dit ? Une vingtaine de repas par an, mais non, je pense que c'est largement plus, parce que il y a tous les repas où moi, je mange tout seul, typiquement, et je mange très souvent avec de la cueillette sauvage, typiquement. Donc, Puis ça dépend, au jour d'aujourd'hui, peut-être on mange trop, donc ça dépend de la quantité qu'on doit manger. Alors déjà, il y a un truc qui a été évacué, c'est-à-dire que toute la maison est végétarienne, on va dire. Donc le besoin de viande et d'autonomie en viande est retiré. Mais sur impact sur impulsion des enfants, je tiens à le dire. Ok. Alors, mais c'est-à-dire que c'est important, c'est pas nous, parce que ça pourrait être, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, Hugo, ça pourrait être, vu l'historique de la famille et le fait que Hugo disait qu'il a été sensibilisé à ça par ses parents, non, en fait, c'est pas nous qui avons dit, on est végétarien, c'est Zoé, la petite sœur d'Hugo, qui a commencé à devenir végétarienne. Donc, du coup, quand il n'y en avait qu'une personne sur les 5 que compte le foyer qui était végétarienne, on s'arrangeait pour lui
faire des trucs à part, etc. Et quand Hugo a basculé végétarien, à ce moment-là, voilà, on s'est dit c'est bon, on va pas faire des doubles repas. Et donc, comme c'est moi qui cuisine majoritairement à la maison, j'ai modifié tout mon arsenal, on va dire, de recettes de cuisine pour remplacer la viande et les plats à base de viande, parce que c'est vrai aussi que c'est un problème dans notre société occidentale où on a, un plat principal, c'est une viande et son accompagnement. Et en fait, du coup, il a fallu que je casse un petit peu tout ça pour trouver des recettes qui soient des recettes purement végétariennes, mais pas des recettes qui soient des succédanés d'un plat à base de viande où on remplace la viande par un truc. En tout cas, pas uniquement ça, oui. Voilà. Parce que ça, on a vite fait le tour des galettes, des steaks végés et tout ça. C'est pas mauvais, mais c'est vite lassant, quoi. Donc forcément, on est obligé de cuisiner un peu plus, hein, c'est forcé. Mais ouais. Et puis du coup après l'apport des plantes sauvages est venu rajouter aux recettes possibles. Ça c'est un truc typiquement, alors on n'en a pas encore parlé, hein, mais avec les woofers c'est quelque chose qui me parle beaucoup, hein, d'essayer de transmettre ça, hein, de transmettre le fait qu'on puisse manger ce qu'on a sous nos pieds. C'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre, quoi. Quand tu as parlé, Hugo, de planter ces plantes, ces arbres, voilà. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si tu connais, au livre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. De nom, mais j'avoue... Voilà, c'est vraiment... tu pourrais le lire. Et alors, la question que je me pose et que vous avez légèrement abordée, c'est du coup, le gouvernement, l'État, je ne sais pas, les collectivités, tout ce qui vous entoure, est-ce que c'est une aide pour vous ? Est-ce que vous sentez un soutien ? Qu'est-ce qui se passe ? Inexistant, je dirais. Alors au mieux inexistant en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est plutôt au mieux inexistant parce qu'a priori c'est, à l'heure actuelle on est dans un cas de figure où même si on avait notre autonomie alimentaire, même si on réussissait à avoir une communauté, alors pas au sens hippie, etc., mais une communauté de solidaire, de mise en commun de ressources, de force de travail, etc. De toute façon, on ne pourrait pas s'arrêter de travailler, ma femme et moi, parce qu'on a toujours des impôts, des choses comme ça qui sont... donc, alors, à l'heure actuelle, non, il n'y a absolument aucun soutien de la part des... Même sans ça, je dirais, en fait, pour être un peu plus global que ça, c'est-à-dire que la situation autour de nous, qu'on disait, c'est-à-dire... Alors, je vais vous couper une seconde, on en reprendra ça sur l'état de suite après, parce que nous avons un appel téléphonique d'un auditeur. Attends, Gélie, je la connecte. D'accord. Ça devrait être bon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre appel. Oui, je vous appelle pour... on m'avait demandé en fait de passer livrer un petit témoignage parce que moi je suis allée chez Hugo et chez Martin en woofing. D'accord. Il y a un an ou deux peut-être. Et comment vous vous appelez ? Camille. Camille, c'est ça ? Alors, donc vous connaissez Hugo et Martin, vous êtes allés chez eux déjà ? Oui, c'est ça. Donc c'est en mode woofing ? Exactement. Donc c'est donner un peu de son temps et de sa sueur et de son énergie en échange du couvert et du logement, quoi. Et puis de surtout partager et apprendre plein de choses. Faire les vases communicants, quoi. Je pense que c'est avant tout ça le woofing. Alors, nous n'avons pas encore parlé du woofing. Alors, du coup, grâce à votre témoignage, c'est l'occasion d'en parler. Donc, vous êtes venu passer quelques jours dans le domaine de Hugo, c'est ça ? C'est ça, exactement. Parce qu'Hugo propose d'accueillir des personnes dans un mode qu'on va expliquer un peu plus tard, qui est le mode woofing. C'est ça. Ok. Et vous avez passé combien de temps ? J'y ai passé 15 jours. Ok. C'était 2 semaines, ouais, c'est ça, de souvenirs. Ouais.
Et donc vous avez bénéficié, enfin vous avez participé à quoi alors ? Alors, à ce moment-là, il y avait un muret qui était en train de se construire, il me semble, à la chaux. Donc j'ai appris à assembler des cailloux les uns avec les autres et puis à construire quelque chose d'à peu près droit et d'à peu près solide pour ensuite planter justement les figuiers de barbarie et puis d'autres cactus, il me semble, à ce moment-là. Ouais. Alors, je te rassure, Camille, le mur est toujours debout. T'as fait du bon boulot. Ah, super. Je suis rassurée. Oui, c'était une première, donc ça aurait pu être complètement raté. Mais qu'est-ce que j'avais fait ? On avait avancé le chantier parce qu'il retape une partie aussi du bâtiment pour créer un logement. Okay. Donc c'était j'avais fait mes premiers essais aussi au marteau-piqueur et puis poser de l'enduit. On avait fait des boutures et puis Hugo a vraiment à cœur de transmettre aussi au niveau de tout ce qui est plantes médicinales et juste la botanique aussi. On avait fait des balades botaniques et puis pas mal de rempotage, de boutures, de récolte de plantes, tout ça. Donc moi à l'époque ça m'avait vraiment permis de me conforter aussi dans mon choix personnel de vie et d'études. Okay. Donc voilà, c'était très très riche. C'était très très riche. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de joie, beaucoup de rire. C'était vraiment une très très belle expérience. Okay. T'es bien tombé parce que d'habitude on est un peu lugubre quand même. C'est pour ça que je suis partie au bout de 15 jours, c'est que j'ai senti que ça commençait à virer. Et c'était cet été ? C'était quand ? Non, c'était il y a 2 ans, ouais, je crois. 2 ans. Ouais, c'était au début du printemps. Oui. De souvenir. Donc pas celui-là, celui d'avant, ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup Camille pour ce témoignage. Il y a aussi d'autres jeunes qui viennent, ou pas jeunes d'ailleurs. Là, on a eu de tous les âges. Alors c'est majoritairement des jeunes, mais. Ok. Et donc Camille, tu n'étais pas toute seule ? Il y avait d'autres personnes dans le même qui étaient venues dans le même mode que toi ? Oui, à ce moment-là, effectivement, il y avait un couple de personnes quand même jeunes aussi. Et puis je sais plus, peut-être la deuxième semaine, il y avait une autre personne, mais je ne me souviens plus. Non, je crois que justement, non, c'était la première semaine, il y avait effectivement le couple, et puis la deuxième semaine, t'étais toute seule. D'accord, mais donc c'était aussi très sympa de rencontrer d'autres gens et de partager ça avec d'autres troopers qui avaient aussi d'autres expériences. C'était vraiment assez enrichissant comme expérience. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Merci. Bon, bonne soirée. Merci. Alors, là, on a compris que vous accueillez des personnes chez vous, dans votre domaine. Ouais, depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans. Donc, vous avez quelques logements, quelques chambres ? On a, c'est-à-dire qu'en fait on a une. Alors, je me permets, il y a une tour. En fait, historiquement, au début, quand on s'est dit on va faire un projet ici, on avait commencé par essayer de vouloir faire des chambres d'hôtes. Et en fait, les chambres d'hôtes, la clientèle, si on peut appeler ça comme ça, qu'on avait, était humainement pas très intéressante. Beaucoup de problématiques et pour des apports financiers qui n'étaient pas si extraordinaires que ça. Et du coup, on a arrêté. Mais en attendant, pour cette optique-là de faire des chambres d'hôtes, en fait, il y avait une tour de guet parce que il y a eu dans l'historique, Hugo pourra peut-être vous en parler plus, mais dans l'historique du domaine, il y a eu un moment où ça a été une garnison. Il y a eu une garnison ici et donc il y avait une tour de guet. Ouais, c'était un petit château, c'était / ferme fortifiée. Voilà. Pendant les guerres de religion probablement. Ok. Voilà.
Et donc il y avait une tour de guet, et de cette tour de guet, on avait fait un gîte un peu atypique pour 2 personnes, voire 4, parce qu'il y avait un canapé lit qui pouvait se déplier, tout en vertical et tout en escalier. Et il y a aussi, pour la même occasion, on avait aménagé certaines des chambres pour pouvoir faire des chambres d'hôtes, et qui en fait maintenant ont été transformées en chambres d'amis ou en chambre pour les woofers. Voilà. La plupart du temps, c'est des woofers qui sont dedans. Alors, qu'est-ce que c'est les woofers? Qu'est-ce que c'est le woofing? Alors du coup, j'ai pas l'historique de tout le mouvement en tête, mais je vais faire comme je peux. Oui, rapidement. Mais donc, c'est une association qui est britannique à la base. Alors, au départ, c'est purement d'aide dans des fermes en agriculture biologique. C'est comme ça que le truc se lance. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu diversifié. Et donc, c'est, comme disait un peu Camille, c'est un échange de transmission gîte et couvert contre un peu de force de travail, quoi. Donc alors il n'y a pas que gîte et couvert, je crois que excuse-moi de t'interrompre, hein, mais je crois que dans les statuts même du woofing, il y a aussi une transmission de savoir qui est indispensable. C'est pour ça que je disais. Ah bon, pardon, je croyais que tu avais dit partage. Oui. Non, il y a. Mais en tout cas, Camille a beaucoup appris. ouais, mais ça fait partie. Voilà, ça fait partie de l'idée. En tout cas, tel que ça devrait être et tel que moi je le conçois. Cette idée et puis d'échange de cours, hein, parce que c'est pas que dans un sens. Hein. Vu qu'on a des gens qui sont très différents d'un woofer ou d'une woofeuse à l'autre, c'est un échange dans les deux sens. Hein. On apprend aussi beaucoup des gens qui viennent. Donc vous accueillez chez vous des personnes qui ont envie de venir, là par exemple 15 jours, quelque temps, pour apprendre tout ce que vous faites, tout ce que vous avez expliqué sur... C'est ça, partager le quotidien et venir aider aux chantiers qui sont en cours et apprendre sur moi ce que je peux leur transmettre, quoi. D'accord, donc ils viennent loger chez vous et ils travaillent avec vous. Travailler, ils font des actions. C'est léger, hein, c'est en moyenne 4 heures par jour. D'accord. Pendant et hors week-end. Et donc c'est toute l'année ? Non, alors pas l'hiver, on est fermé parce que il y a beaucoup moins de. L'hiver, on hiberne. on vit beaucoup plus au rythme des saisons. D'accord. Et pas en plein cœur de l'été, c'est-à-dire le mois d'août. Parce que à l'inverse, c'est pareil, on peut pas mettre les pieds dehors. Ouais, pour travailler dans la ferme, peut-être dans la ferme. Pardon. Dans la forêt, dans le forêt jardin. Voilà. Donc je dis la ferme parce que vous avez aussi des animaux, de ce que j'ai compris. Ouais. Oui. Ouais. Alors on a 5 poules pour avoir notre quota à 2 et on a à ce jour 4 moutons. Mais qui là, ils servent, c'est pour le kiff parce qu'on les aime bien. Puis ils servent un peu de tondeuse écolo et puis on récupère la laine quand on peut. Et donc Hugo, donc depuis combien de temps tu es là? Depuis 2017, 18 19 voilà, enfin 19 ou 2020. Mais non, 4 ans, 5 ans maintenant. Donc tu as trouvé le déclic que tu as eu fait que maintenant tu te développes, tu arrives donc à faire tout ce que tu nous as expliqué sur d'essayer d'être autonome alimentairement, du moins de redécouvrir l'alimentation autrement. C'est ça. De travailler la terre autrement, de faire ce woofing, donc comme vous avez dit, au niveau de l'État, il n'y a pas vraiment de sensibilisation ni d'aide ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Et alors en plus, accessoirement, on est dans une région qui est pour l'instant très, enfin pas très ouverte. C'est pas très militant, quoi, on va dire. Le Lot-et-Garonne ou le Gers un peu plus, mais c'est quand même léger. Ok. Et donc du coup, Martin, toi tu continues ton travail à Agen en tant que professeur, mais d'après ce que j'ai compris, tu dédies 2 jours
de ton temps à aider C'est ça. Hugo pour tous ces... C'est ça, en fait. Comme d'habitude, on prend les décisions en commun et en fait, autant Hugo est très très efficace sur tout ce qui est plantation. Il commence à avoir sa petite touche sur tout ce qui est chaud, mur en chaud, etc. et enduit en chaud. Par contre, c'est vrai que sur d'autres tâches un peu plus techniques, je sais pas moi, de la plomberie, de la toiture, de la charpente, etc. Il a encore pas son autonomie à ce niveau-là, et du coup on a fait le choix, en discutant tous ensemble, de réduire un petit peu nos apports financiers, dans le sens où moi je travaille plus qu'au 3/5e, c'est-à-dire que je travaille 3 jours par semaine, et j'ai donc 2 jours par semaine plus les week-ends que je consacre à des travaux ou à des projets ici sur place. Okay. Donc c'est un vrai partage, chacun avec ses propres compétences apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. On essaie on est assez, au niveau des compétences, on est assez complémentaires, du coup, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'effectivement, le jardin, c'est intégralement moi. Effectivement, la maçonnerie, c'est plutôt moi aussi, mais du coup, on se retrouve. Là maintenant, en plus, alors là, je suis encore très débutant, mais je suis en apprentissage de la forge aussi, de savoir forger. Donc, on essaie de se développer sur des compétences et d'être assez. Mais une forge à l'ancienne, c'est-à-dire avec, on a trouvé un soufflet de forge sur un vide-grenier dont les cuirs étaient complètement cuits, et on a trouvé une peau et on a démonté entièrement le soufflet et on l'a refait à neuf, et maintenant il fonctionne nickel. Et du coup, je me pose la question de savoir, avec votre environnement, enfin les personnes qui vous entourent, vous êtes pas tout seul, vous sentez pas seul à faire tout ça? C'est une complexité. Enfin, c'est un truc qui est un peu difficile. Alors surtout moi qui suis quasiment à temps plein sur le terrain. Du coup, c'est que le woofing remplit. Enfin, c'est un problème auquel le woofing répond bien. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas des gens locaux, mais ça permet ce partage, ça permet de pas se sentir seul, parce que sinon, effectivement, en tout cas pour l'instant, et c'est peut-être aussi qu'on n'est pas allé voir les bonnes personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a une ferme en bio pas loin avec des jeunes. Il faudrait on se dit régulièrement qu'il faudrait qu'on essaye de mettre en place une synergie. Mais Hugo, tu avais essayé de les contacter et a priori, tu n'avais pas eu de retour particulier. Oui, j'avais envoyé. Donc voilà, c'est vrai que on est assez isolé là-dessus, on va dire localement. Donc on fait avec. Et c'est rendu vivable, on va dire ça, parce que c'est vrai que sinon l'autarcie intellectuelle comme ça aurait été intellectuelle et sociale, ça aurait pas été tenable sur le long terme. C'est ça c'est un des trucs d'ailleurs qui m'a fait lancer le woofing en premier lieu, c'est-à-dire que ça a été beaucoup plus cette idée de partage, de contacts sociaux que d'aide physique sur la ferme en fait. Et je pense que ça se sent aussi en fait quand les gens viennent en woofing, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas dans une optique de rentabilité. On les fait pas venir dans une optique de rentabilité où il faut qu'ils gagnent leur pain littéralement. Non, déjà rien que d'avoir des gens avec qui discuter, avec qui échanger et à qui montrer des choses, parce que pour le coup je fonctionne un peu pareil que mon père. C'est moi la transmission, c'est hyper important. Si je me dis souvent que si l'éducation nationale n'avait pas été dans l'état dans lequel elle est, ça aurait été un métier qui m'aurait bien plu, prof. Mais j'ai pas la moelle de me battre contre. Je me bats déjà assez à mon échelle, je pense, contre un système. Là, ça aurait été trop. Mais voilà. Donc ça vient plus remplir ce vide-là, le woofing, on va dire. Alors on a un témoignage de Élise sur le chat qui nous raconte un petit peu, ça fait écho à ce que vous avez dit au sujet de la culture des céréales et des graminées qui se sont étendues dans le monde entier. On ne sait, pour certaines raisons.
Et donc là, elle dit que Élise nous raconte qu'elle est partie en voyage en Chine et que des experts français disaient que en Chine, tiens, on va implanter des fermes laitières parce que les Chinois, ils doivent boire du lait. Voilà, on a décidé. Un peu comme on a décidé de faire des champs de céréales en France. Là, on a décidé, peut-être pour des questions, on va dire, de business ou je sais pas, de dire qu'on va implanter des vaches laitières et du lait au peuple chinois. Il faut savoir que le peuple chinois n'aime pas trop le lait et les produits laitiers, le fromage, tout ça, pour eux, c'est un peu burk. Ouais, et puis c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que les populations asiatiques, en général, ne le digèrent pas. Voilà. Donc c'était encore plus stupide, c'est-à-dire que... Vous donnez du lait à un japonais, il est malade comme un chien. Oui. Donc c'est voilà. Alors là, on va approcher de la fin de l'émission. Il me semble, Hugo, que tu fais beaucoup plus d'activités de ce qu'on a parlé ce soir. Tu es vraiment, on va dire, engagé et plein d'énergie. Vraiment, pour tout ça, c'est très agréable d'ailleurs d'entendre tout cela et j'imagine que ça me gagne comme ça me gagne certainement certains auditeurs, auditrices. Et donc, j'ai pas tout très bien compris, mais voilà, je t'ai invité ce soir pour comprendre. Qu'est-ce que tu faisais d'autre et notamment, herboristerie, un cabinet d'herboristerie avec... j'ai pas tout compris, qu'est-ce que c'était ? Ouais, alors ça, on va dire, c'est ma marotte la plus récente, on va dire. Okay. Pour ça, en étant peut-être un peu, ça dénigre un petit peu, mais en fait, ça a été, pour être plus sérieux, ça a été mon déclic plus récent, de dire, le Covid a eu cet effet-là, ça a été des déclics sur beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Moi, ça a été le déclic de dire, j'avais déjà depuis 1 an, on va dire, lancé le projet d'autonomie et tout ça, et j'avais en tête cette image de l'oasis, tout ça. Et le Covid est venu me mettre un peu en face de... Alors, c'est très bien d'avoir de quoi bouffer, mais le jour où on est malade, c'est bien de savoir se soigner aussi. Ok. Donc, c'est un truc auquel j'avais pas pensé par défaut, et c'est vrai que dans les milieux militants, enfin écolos, écolieux, tout ça, on parle à tort et à travers, on va dire partout, de être autonome en bouffe, et en fait ça m'avait pas effleuré l'esprit de dire le jour où tu bois de l'eau qui est pas potable, ou je sais pas, enfin c'est bien de savoir se démerder quand même. Ou au hasard il y a une pandémie qui se balade. Et du coup je me suis mis à me renseigner sur les plantes médicinales à ce moment-là, en disant en fait oui, il y a moyen de se démerder sur un bon paquet de trucs quand même, je pense, avec ce qu'on a sous la main. Et ça s'est développé. Alors au départ, c'était pour soigner juste la famille, les petits bobos. Et puis au final, ça m'a vraiment plu. Je me suis lancé dans des études là-dedans, à distance, pour continuer à faire avancer le projet, à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Donc là où tu as été, c'est ça ? Ouais, enfin du coup en distanciel, mais voilà. Pendant 3 ans, c'était. Ok, 3 ans. Ah oui. Ouais, c'est leur diplôme le plus long. En gros, c'est le diplôme. Diplôme, c'est pas reconnu par l'État, donc ça n'est officiellement pas un diplôme, parce que la France interdit est encore très restrictive. Voilà, des réglementations. Des réglementations très très dures comparées aux autres pays d'Europe sur les plantes médicinales. D'accord. Et donc j'ai fait cette formation là, et puis avec tout ce que ça a amené de connaissances, je me suis dit autant le partager. Donc là tout récemment, c'est encore en lancement, on va dire, ouvrir un cabinet de praticien arboriste. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide qui vous donne un conseil, qui vend pas spécialement les plantes et les préparations, mais qui va vous faire vous donner un conseil, un suivi personnalisé et approfondi sur ça va être notamment dans des problématiques récurrentes, des problèmes de fond et de terrain, que ça va être le plus alors même si ça marche très bien, les plantes médicinales marchent très bien dans le cas d'une grippe ou d'une gastro, mais disons que les gens vont plus venir voir des spécialistes comme ça dans des problématiques plus chroniques, on va dire. D'accord, donc vous aidez les personnes et vous servez de votre savoir
C'est ça. sur les applications thérapeutiques des plantes. Oui. Avec dans cette idée de toujours de retrouver de l'autonomie. Et alors ça, pour le coup, c'est un truc qui me travaille beaucoup au niveau des plantes, un peu comme les plantes sauvages d'ailleurs, comestibles. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien lancer au printemps, c'est-à-dire vraiment faire de la vulgarisation et de la transmission à ce sujet-là. Ramener de l'autonomie aux gens, c'est-à-dire expliquer aux gens que vous n'avez pas forcément besoin des Doliprane et des Spasfon, que si vous savez vous débrouiller en cueillant, surtout sur les petits trucs comme ça, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans une optique de dénigrer la médecine moderne. Oui, je sais que c'est un problème, ça peut être un problème dans le milieu des médecines alternatives. Oui. Elle a tout à fait sa place, la médecine moderne, les antibiotiques et tout ça, mais justement il faut leur redonner leur place, qui est une place dans des cas graves, quoi. C'est-à-dire que les antibiotiques, encore plus avec les problématiques qu'on a aujourd'hui qui arrivent d'antibiorésistance et tout ça, il faut que ça redevienne quelque chose, un médicament d'exception pour des opérations chirurgicales, pour des choses comme ça, pour des septicémies. Il faut garder les dernières balles qui nous restent pour des trucs vraiment graves, quoi. Donc, et à la place, vous avez un rhume, vous avez une grippe, les plantes font très très bien le taf en fait. Nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'à la maison, les gens sont malades, c'est moi qui m'en charge et ça marche très bien. Oui, je confirme. Bon, super. Alors l'émission touche à sa fin. Est-ce que donc on peut rappeler comment on peut retrouver quelque chose pour pouvoir venir chez vous en woofing? Comment on vous trouve? Alors c'est sur le site Woof France directement. Comment ça? Woof France, donc c'est W. Alors je sais jamais s'il y a deux W. Voilà, il y a deux W. Deux O F. Donc woof.fr et alors vous cherchez le domaine de Clavé. Clavé, C-L-A-V-E. C-L-A-V-E, ouais. D'accord. Alors, vous pouvez même directement taper ça sur Google, vous devriez tomber sur notre page Woof. Domaine de Clavé, Woof, W-W-O-F-F, W-W-O-F en France. C'est ça. Et donc vous êtes dans le Gers, pas loin de Nérac et de... On est accessible en transport en commun, si vous voulez venir. Ça sera avec grand plaisir. Vous envoyez un message via l'association. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'était un très grand plaisir de vous entendre, Martin et Hugo. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et c'était. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et on vous retrouvera dans une autre émission peut-être avec grand plaisir. Ça serait avec grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Chemin de Traverse est en direct tous les mercredis soirs à 22h. Donc tous les liens sur le woofing où on trouve Martin, Hugo et d'autres encore plein d'infos qu'ils ont. Donc je les ai mises sur le site de l'émission Chemin de Traverse. Vous allez sur causecommune.fm, vous cherchez Chemin de Traverse, l'émission Chemin de Traverse, pour regarder les podcasts et vous verrez celui de Martin et Hugo Hardy et vous pourrez même réécouter l'émission. Et j'espère avoir très prochainement le temps aussi de retranscrire par texte cette émission. Voilà, donc c'est la fin de Chemin de Traverse. Donc les 2 prochains mercredis, les 25 décembre et 1er janvier, il n'y aura pas d'émission en direct inédite. Par contre, vous pourrez écouter 2 rediffusions. Nous espérons que cette émission vous a touché et si c'est le cas, partagez-la avec les personnes que vous aimez. Merci d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas donc à nous faire des retours sur le formulaire de contact de l'émission. Juste après, vous pourrez écouter sur Cause Commune l'émission Minuit décousu qui va nous parler ce soir du thème de la famille. Alors après les 2 mercredis du 25 décembre et 1er janvier, nous nous retrouvons pour l'émission du 8 janvier, donc mercredi 8 janvier à 22h, avec notre invité qui sera Jean-Pierre Pauillac. Frédéric, Jean-Pierre Pauillac.
Ça peut se prononcer Pauillac, mais en fait ça se prononce Polac. Ah, d'accord. Mais ça vient de Pauillac, effectivement. Oui, c'est mon petit accent du Sud. Voilà, exactement. Alors, vas-y, puisque tu as la parole, dis-nous... Jean-Pierre Polac, il a travaillé 25 ans, je crois, en Afrique dans le système éducatif, puis en France, quand il est revenu en France. Il est également auteur de romans et poète. C'est aussi un grand fan de TFN. Il va sortir début 2025 un texte, d'analyse de certains textes de TFN. On parlera éducation en Afrique, en France. On parlera de poésie et de romans. Ah, super. Bon, ça sera le 8 janvier. Donc, en attendant les 2 émissions de Noël et du 1er de l'an, et je vous dis à très bientôt. Salut et solidarité.